Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Ça y est, nous y sommes. L'heure est enfin venue d'effectuer le bilan Top Film 2024. Comme chaque année, je me concentre ici uniquement sur les œuvres que j'ai appréciées. Pas de flop donc dans cette vidéo, tant il y a déjà beaucoup à dire avec toutes ces belles propositions de cinéma. Car 2024 a une nouvelle fois été une année très riche et variée sur des propositions de qualité. Il n'a pas été simple d'en sélectionner une cinquantaine dans ce recap, mais bon, c'est le jeu. Comme les précédentes années donc, je vais tout d'abord passer en revue une bonne vingtaine de mentions honorables, pour ensuite évoquer les 20 films qui auraient pu postuler au top 10, avant d'évidemment finir par les 10 métrages qui m'ont le plus marqué cette année. Précision, si vous voulez plus de détails sur chaque métrage ici évoqué, vous pourrez retrouver sur ma chaîne des impros cinécritiques ou podcasts détaillés dessus, avec peut-être entre-temps certains avis qui ont évolué avec plus de recul ou certains revisionnages. Si selon vous j'en ai oublié dans ce bilan, c'est que soit je ne les ai pas vus, soit que je ne les ai pas suffisamment appréciés pour être ici mentionnés, ou que je n'ai pas du tout adhéré à leurs propositions. Mais là aussi, je vous invite à faire une petite recherche en tapant Jules Melon, plus le titre du film, plus impro cinécritique ou podcast, afin de voir si j'en ai parlé ou pas. J'ai par exemple quelques petits regrets de ne pas avoir pu voir quelques métrages salués ou qui m'intéressaient de base, comme Les graines du figuier sauvage, Au Canada, L'histoire de Suleiman, Grand Tour, Woke Up, All We Imagine As Light, Tatami ou encore 20 dieux, mais bon, on verra ça certainement plus tard, il y aura des rattrapages possibles de toute façon. On commence donc par une vingtaine de films que j'ai trouvés fort bons et intéressants, et en priorité, mettons en avant quelques films français ou francophones qui prouvent une fois encore que notre cinéma se porte très bien et pas forcément sur le terrain balisé attendu. C'est pas moi, de Léos Carax, encore une œuvre inclassable et personnelle pour un auteur qui fait le point façon Godard dans un essai documentaire limite trop court. Les fantômes de Jonathan Millet, rattrapage in extremis d'un premier film dramatique et sensoriel qui demande encore à mûrir dans mon esprit. Trois amis d'Emmanuel Mouret, très touchant dans la trajectoire sentimentale de ses héroïnes et avec le gentil fantôme Vincent Macaigne. Ni chaîne ni maître de Simon Boutaïrou, œuvre importante qui ose porter une histoire rare à l'écran et qui brille par un final éclatant de justesse. Les femmes au balcon de Noémie Merlan, autre brûlot féministe engagé de cette année, et il y en a encore d'autres à citer plus loin. Ici, les potards sont poussés à fond et ça fait du bien. En animation, même si je regrette de ne pas en avoir vu plus en salle cette année et que j'aurais pu aussi mentionner un Vice Versa 2 qui méritera un second visionnage, je mets en avant Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng, avec sa beauté plastique et sensorielle portée par une technique à couper le souffle et des émotions fortes. Niveau biopic, bien peu de choses marquantes à mes yeux cette année, si ce n'est Limonov, la balade de Kirill Serebrennikov, qui par sa liberté et complexité d'approche sur une personnalité assez unique, nécessitera qu'on y revienne. En termes de cinéma horrifique ou apparenté à l'étrange, retenons quelques pépites de divers horizons. I Saw the TV Glow de Jane Schoenbrunn, plus proche d'une forme de fantastique peut-être, mais psychologiquement traumatique dans son horreur cathodique. Smile 2 de Parker Finn, qui regorge de scènes visuelles intenses et avec quelques réflexions corporelles intéressantes. When Evil Lurks de Demian Rugna, une œuvre engagée, ancrée dans une Argentine qui va mal et qui transpire ici son mal. Ennis Main de Mark Jenkins, du folk horror dépouillé et intimiste en huis clos qui joue sur une certaine expérimentation. Love Lies Bleeding de Rose Glass, véritable œuvre féministe boostée aux hormones pour dézinguer un patriarcat américain très régalien.
Dans une autre approche, plus classique, voire intimiste parfois sur certains points, on va évoquer, sans jamais nous connaître, d'Andrew Hay, presque fantastique et fantomatique à sa façon, sur un romantisme intime et tragique, parfaitement déroutant. Memory de Michel Franco, où quand deux traumatismes liés aux souvenirs perdus ou qu'on aimerait retrouver fusionnent pour une complexe quête de quiétude. Conclave d'Edvard Berger, huis clos papal puissant dans son dispositif et à l'évolution millimétrée portée par un Ralph Fiennes qui court tout droit vers les Oscars. May December de Todd Haynes, un véritable thriller psychologique sur jeu de miroir dans l'adaptation d'une histoire vraie compliquée et délicate. Enfin, du côté des films plus axés Hollywood et distribués plus largement, certains ont su tirer leur épingle du jeu. The Bike Riders de Jeff Nichols, qui est encore mieux passé au second visionnage dans ce portrait de marginaux à moto aux yeux de la société américaine, même si ça aurait pu encore être plus abouti. Challengers de Luca Guadagnino, où quand tennis et amour se mélangent jusqu'à l'orgasme d'un échange final qui ponctue le film avec brio. Beetlejuice de Tim Burton, qui signe le retour aux sources d'un auteur réussissant à s'amuser avec un de ses films cultes pour l'emmener ailleurs dans sa modernité. Dune partie 2 de Denis Villeneuve, qui va plus loin que la première partie et sait offrir ses grands moments de cinéma, même si là encore j'aurais pu espérer mieux. Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, effaçant ainsi la relative déception de pauvres créatures qui se noyaient dans ses excès, pour un triptyque difficile à jauger, mais marquant sur certains points. Et on rentre désormais de plein pied dans le pur classement, cette fois-ci, des 30 films qui m'ont le plus marqué cette année. On va commencer par ces 20, donc en fait je triche un peu, c'est 21, vous allez comprendre pourquoi, qui auraient vraiment pu entrer dans le top 10, mais bon, il fallait bien faire des choix. 30e, La nuit se traîne de Michiel Blanchard, un thriller franco-belge ultra intense qui suit parfaitement sa dynamique d'action et réussit à établir un discours politique passionnant dans un contexte nocturne claustrophobe. L'urgence d'un premier long métrage coup de poing à l'impact émotionnel redoutable. 29e, Ferrari de Michael Mann. Plus qu'un simple biopic, un véritable drame crépusculaire sur un homme face à son empire encerclé par le mensonge et la mort. Car derrière la grandeur se cache souvent une certaine noirceur. Un film évidemment difficile à aimer, mais cinématographiquement irréprochable dans sa radicalité. 28e, Pendant ce temps sur Terre, de Jérémy Clapin. Après l'animation J'ai perdu mon corps, l'auteur réalise parfaitement sa transition en live-action dans une œuvre de science-fiction humaniste et psychologique, tout en retenue injustement passée sous les radars. Une œuvre de réflexion dramatique sur l'existence, le poids du deuil et la trace des souvenirs. 27e, L'Empire de Bruno Dumont. Serait-ce le Star Wars auteuriste français qu'on n'imaginait même pas ? Peut-être, mais bien plus encore. Un discours incisif et décalé par-delà le bien et le mal. Une humanité déprimée et presque réhumanisée par des sentiments extraterrestres. Un des films ovni de l'année 2024. 26e, Hundreds of Beavers de Mike Cheslick. Le délire cartoonesque de l'année qui allie le vieux cinéma muet et la modernité d'un jeu vidéo. Une comédie ludique qui miraculeusement tient la route sur toute sa longueur sans le moindre accroc, avec des idées à chaque plan, parfois épuisants mais sans conteste épatant. 25e, Il reste encore demain de Paola Cortellesi, une œuvre qui mélange habilement humour et tragédie en rendant hommage à l'âge d'or du cinéma italien pour libérer les femmes d'un patriarcat encore trop intemporel.
un film qui fait résonner le passé et le présent en prenant quelques risques stylistiques et musicaux, un immanquable de cette année écoulée. 24e, Gladiator 2 de Ridley Scott. Entre suite calquée et retournée d'un de ses chefs-d'œuvre, le metteur en scène britannique se lâche et se fait plaisir dans un des blockbusters les plus maîtrisés de l'année, dans une forme de jusqu'au-boutisme anti-système et libérateur où l'Empire romain est plus que jamais l'allégorie de notre monde. Un héritage salvateur pour un nouvel espoir offert au peuple. 23e, Dahomey de Mati Diop, le documentaire nécessaire de cette année écoulée, bien que j'aurais aimé en voir plus dans le genre en salle, je vous l'avoue. La réalisatrice redonne ici vie à un passé souillé par le colonialisme en faisant résonner voix et souvenirs d'un peuple qui ne demande qu'à véritablement vivre son identité propre. Un vrai questionnement sur la mémoire, l'histoire et un avenir qui reste encore à écrire par la nouvelle génération. 22e, le successeur de Xavier Legrand. À cause de ce film, vous ne pourrez plus jamais écouter l'un des tubes de Michel Fugain de la même façon. Dans une difficile et traumatique succession pour son héros, ce film nous accable sur sa dernière partie où le réalisateur détricote une nouvelle fois l'horreur psychologique du réel quelques années après Jusqu'à la garde. 21e, la plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. L'auteur français réalise là peut-être son œuvre la plus personnelle et humble en choisissant un regard humaniste sur une des plus grandes tragédies de l'histoire, où malgré tout la survie et un espoir subsistent dans un monde de haine et de mort. Un petit bijou éducatif d'animation. 20e, Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Un des brûlots les plus durs de l'année, qui prend une terrible réalité de violence à bras le corps pour la sublimer à travers une fiction qui fait ressurgir les pires mythes du Darknet. La quête d'une héroïne dématérialisée qui recherche une impossible humanité à la lisière d'une folie virtuelle sur des faits dramatiquement réels. Un beau coup de poing québécois pour un cinéma qui, là-bas aussi, se porte fort bien. 19e, Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Justice ou vérité? C'est la question que pose ici son éternel auteur à travers son énième supposé dernier film. Infatigable, le réalisateur nous offre une nouvelle œuvre tout en nuances, en mode réflexion sur son pays et son système judiciaire. Dans un récit proche de l'épure, le film explore ses questionnements sans tabou et amène son spectateur à mesurer toute la complexité de l'humanité. 18e, Le robot sauvage de Chris Sanders. DreamWorks nous offre ici un véritable petit hymne à l'acceptation et à la tolérance par le biais d'une fable certes simple, mais qui fait la part belle aux émotions et à une certaine réflexion sur notre évolution dans ce monde où l'avenir et la vie sauvage parviennent à se connecter. 17e, Monkey Man de Dev Patel. La rage de l'année, un film sorti des tripes d'un jeune acteur-réalisateur qui est allé au bout malgré les soucis de production, à l'image d'un personnage en mode vengeance face au moulin à vent d'une société indienne corrompue jusque dans ses racines. Un vrai film trans qui transfigure son côté brouillon et transmet une envie de cinéma. 16e, Trap de M. Night Shyamalan. Le film ludique par excellence de cette année 2024. Entre Escape Game et Tour de Magie, le cinéaste nous plonge dans les méandres méthodiques d'un père tueur en série, prêt à tout pour le bonheur de sa fille et surtout sa survie. Un crescendo qui révèle une psychologie sombre parfaitement contrebalancée par l'ambiance pop et décomplexée de son scénario. 15e, Anora de Sean Baker. La Palme d'Or explorant les méandres d'un rêve américain, ici doublement désabusé sur deux trajectoires opposées qui n'étaient pas censées se croiser. Le choc d'un amour factice et monétisé pour une histoire de Cendrillon où les sentiments s'envolent dans une errance nocturne désabusée. Ou la marginalité assumée d'un réalisateur n'épargnant rien à son pays.
14e, Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen. L'Amérique chère à son auteur globetrotter pour un film très personnel où il s'est donné corps et âme sur tous les fronts pour montrer sa vision d'un pays qui s'est construit par la diversité mais aussi la violence, souvent aux dépens de femmes courageuses. Niveau western 2024, il réussit là où Kevin Costner s'est amplement vautré sur son premier Horizon. 13e position, Dali de Quentin Dupieux. Faux biopic aussi surréaliste que son sujet principal ici traité, le plus boulimique des cinéastes français actuels s'en donne à cœur joie dans une succession de scènes imbriquées où le spectateur ne peut que lâcher prise de façon jouissive. La réalité de Dupieux au-delà de ses rêves. Et c'est là que je triche un peu, puisqu'en 13e ex aequo, nous avons le deuxième acte, l'autre Quentin Dupieux de 2024, que je ne pouvais pas détacher de Dali, tant il en est le prolongement indirect, où ici la fiction remplace le rêve, soulignant l'errance sans fin d'actrices et acteurs autant piégés dans leurs personnages que dans leur propre existence, au sein d'une industrie qui perd le sens du réel. Un film sur les rails de l'absurde jusqu'à son travelling final. 12e, À son image de Thierry de Peretti. La quête d'une existence à travers des photographies qui impriment au final les souvenirs mais aussi la mort. Le dur combat d'une jeune femme à la poursuite de ses rêves, mais bien vite rattrapé par la réalité d'une guerre perpétuelle. Alors qu'au final, la vie est bien plus précieuse qu'une quelconque cause, comme l'exprime son narrateur. Salut à toi, monsieur de Peretti. 11e, Emilia Pérez, de Jacques Audiard. La difficile quête de liberté et d'identité de différentes femmes au destin croisé, mais aux fantômes tenaces. Une tragédie musicale sur un Mexique étouffé qu'Audiard magnifie par des moments de spectacle respirant le cinéma. Des scènes chantées tantôt magistrales, tantôt émouvantes, parfois inégales ou questionnables, mais une œuvre organique et unique dans cette année 2024. Et on en arrive donc au fameux top 10, qui a vraiment été une plaie à finaliser cette année, plus que les autres peut-être. Mais bon, il faut bien faire parler le feeling parfois, donc je vous les présente là, évidemment, ces sujets à débat et discussion en commentaire, comme pour les films précédents que j'ai choisi d'évoquer. 10e position pour Mégalopolis de Francis Ford Coppola. L'inclassable quête du temps et de cinéma de son auteur trouve donc bel et bien sa place dans ce top 10. L'œuvre ultime d'un réalisateur qui place toutes ses obsessions thématiques et sa vision du monde qui l'entoure dans une sorte d'utopie dystopique représentant cet empire qu'il a tant écrasé ces dernières années. Une quête de sens absolu et un regard vers l'avenir comme une sorte de bilan, le temps d'un brûlot ultime et radical. 9e position pour La jeune fille et les paysans de D.K. et Hugh Welchman. Une véritable épopée humaine dans la Pologne rurale du début du XXe siècle, où l'animation en rotoscopie sublime le récit pour raconter la difficile libération d'une jeune femme contre sa destinée forcée. Un magnifique écrin où tous les arts ne font plus qu'un, de la littérature, matériau de base, à la peinture inspirant certains plans, sans oublier la musique folk qui rythme joie et peine. Ou quand le cinéma se fait le partisan d'un art total. 8e position pour Flow de Gins Zilbalodis, la contemplation à l'état pur d'une aventure sans mots et sans humains. Un regard animal sur un monde à l'agonie où chaque espèce finit par trouver sa place en solidarité au-delà de toute méfiance, le temps d'une épopée aux accents philosophiques et méditatifs, dans une ambiance post-apocalyptique poétique où seule l'acceptation de chacun par chacun peut être synonyme de salut. Une animation avec les moyens de ses ambitions, prouvant que le meilleur film de 2020, ailleurs, n'était pas un accident. Et désormais, pour ce Flow, après les Golden Globes, on attend l'Oscar. 7e place pour La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Le devoir de mémoire passe aussi par la plus terrible auscultation d'un mal routinier. La vie la plus banale possible d'un criminel de guerre et de sa famille, aux portes de la plus grande des tragédies,
une chape de plomb intemporelle tissée jusqu'au présent et dont on ne peut ressortir indemne. L'expérience la plus dure en salle obscure de cette année 2024 qui se vit sensoriellement au-delà même des mots. Sixième position pour Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Dans ce qui semble être bien plus qu'une fable écologique, l'auteur japonais met l'humain face à ses responsabilités et décide de nous perdre dans une nature indomptable dont l'harmonie nécessaire bascule au gré de déambulations des villageois ou intervenants extérieurs à la recherche intrusive d'un paradis qui n'a rien demandé. Et que dire de cette conclusion mystérieuse qui remet tout en perspective ? Après l'excellent Drive My Car, l'auteur japonais réalise un nouveau brûlot nécessaire sur une société japonaise, mais pas que, qui se cherche et semble avoir du mal à se retrouver. Cinquième place pour Maxine de Ty West. La parfaite conclusion d'une trilogie d'émancipation féminine par la vengeance, avec une héroïne prête à tout pour réaliser son rêve hollywoodien, gangréné par divers vices et où les femmes subissent plus qu'elles n'agissent. Son redoutable parcours d'identité engagée fera ressurgir son passé et ne lui ouvrira qu'un avenir fatalement perverti par toute une corruption patriarcale à l'américaine. Un des grands brûlots sulfureux de cette année 2024, assurément. Quatrième place pour Miséricorde d'Alain Guiraudy. Le huis clos mental et rural parfait de cette année 2024. Un film quasi profane sur l'humanité et son rapport à la culpabilité avec des personnages marqués et marquants, parfois fantasques mais surtout fascinants, à l'image de ce curé omniscient qui restera dans les annales du cinéma français moderne. L'universalité rare d'une atmosphère à la fois étrange et réelle pour une œuvre indispensable. Troisième position, Furiosa de George Miller. Une nouvelle fois, l'Australien transcende son conte à portée universelle en prolongeant la magie de son Fury Road pour nous proposer une origin story épique et viscérale dans son geste. Le long destin d'une héroïne malgré elle, portée par une méthodique vengeance libératrice face au contrôle patriarcal. Décidément, on y revient. Et peut-être le maigre espoir d'une nouvelle vie après la lente agonie de ce système. L'éventuelle construction rageuse d'un paradis alternatif dans une quête de l'impossible qui passe indéniablement par le pourrissement du mal absolu nécessaire à un nouveau départ. Deuxième place pour La Bête de Bertrand Bonello. Entre Alain Resnais, Léos Carax et David Lynch, l'auteur nous balade sur diverses temporalités autant diégétiques que cinématographiques, tout en assumant son geste personnel par un jeu sur la synchronicité où la bête d'un amour impossible tente de rugir entre un futur dystopique, un présent désabusé et un passé cloisonné. Entre poupées, déshumanisation, catastrophes et peurs humaines, il ne reste plus qu'un cri, un hurlement de 7e art moderne. Et enfin, vous l'attendez, ce numéro 1, le meilleur film de 2024, c'est tout simplement The Substance de Coralie Farja. La radicalité rageuse de cette année aura su remporter mon suffrage. Une œuvre à la fois frontale et bougrement plus profonde qu'elle en a l'air de prime abord. Sa réalisatrice réussit le tour de force d'allier influence marquée et personnalité nécessaire pour faire passer un message de monstrueuse réalité où tout rêve de gloire ne peut que s'effondrer avant d'être aspiré. Et un peu comme dans La Bête, on revient encore à Lynch sur son final destructeur qui hurle sa colère dans un décorum artificiel. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre et me combler. Voici donc qui ponctue la fin de ce long classement et bilan annuel que j'ai eu quelques peines à enregistrer, étant un peu malade, c'est la saison, ça s'est sûrement entendu avec mon nez bouché, et je m'en excuse. Inutile évidemment de préciser à nouveau que tous ces films ont été de bons voire très bons moments de cinéma me concernant, sur une année vraiment réussie à ce niveau.
Il ne reste plus qu'à voir si 2025 s'annonce aussi passionnante. Nul doute qu'elle saura nous surprendre par ses diverses propositions de divers horizons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et vos tops personnels. On pourra ainsi en discuter et comparer un peu nos ressentis, qui restent, de toute façon, rappelons-le, très subjectifs. Sur ce, merci de votre fidélité et de votre bienveillance, et je vous dis à la prochaine.